Bonjour Karine Samuel. Bonjour. Et bonjour Guillaume Pitron. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Vous êtes tous les deux, on peut le dire, des passionnés et des spécialistes de ces fameuses terres rares. Alors Karine Samuel, vous êtes professeure à l'Institut Polytechnique de Grenoble et vous pilotez plusieurs projets de recherche pour promouvoir en particulier ce que vous appelez une nanoélectronique durable pour l'Internet des objets. Vous nous direz ce que ça signifie. Et puis Guillaume Pitron, vous êtes journaliste, documentariste, réalisateur, donc spécialiste d'enquête économique. En 2018, vous aviez publié La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors, avant d'en parler avec vous deux, donc de cet enjeu commercial, géopolitique et humain aussi de ces terres rares, d'abord, quelques explications. Que sont ces terres rares ? Qui les produit? On va le voir avec Anne-Sophie Pierry. Qu'appelle-t-on les terres rares? Les terres dites rares correspondent à une série de métaux, 17 précisément, comme par exemple le néodyme, le dysprosium ou le lantane. Contrairement à leur nom, ces métaux ne sont pas si rares, mais sont difficiles à détecter, à exploiter et à isoler chimiquement. Pourquoi ces terres rares sont-elles convoitées? Considérées comme les vitamines de la transition énergétique, ces terres rares sont nécessaires partout, à la fabrication de nos ordinateurs, de nos téléphones et tablettes, des véhicules électriques et hybrides, des ampoules, mais également des éoliennes et aussi dans l'industrie militaire. Qui produit ces terres rares? C'est la Chine, en situation de quasi-monopole, qui produit plus de 80% des terres rares dans le monde. Numéro 1 du marché depuis plus de 30 ans, elle ne possède pourtant que 37% des réserves sur son territoire. Alors, comment la Chine peut-elle détenir le monopole? Dans les années 80, les pays occidentaux délaissent les mines de terres rares, l'exploitation étant considérée comme trop polluante. La Chine a pris le relais. Elle a aujourd'hui un moyen de pression sur le monde devenu dépendant de ces métaux, et notamment les États-Unis. Les Américains importent 80% de leurs terres rares à la Chine. Ces métaux sont devenus un enjeu majeur dans la guerre commerciale entre les deux pays. Alors, on l'a encore entendu dans le sujet, on parle de terres rares, de métaux rares. C'est pareil, de quoi doit-on parler? Terres rares, métaux rares? Qui veut répondre? Guillaume Pitron. Vous avez dans la nature des métaux rares, une trentaine environ, cobalt, tungstène, tantal, gallium, indium, tout ça sont des métaux rares. Et vous avez une classe de métaux rares qu'on appelle les terres rares. Donc c'est des métaux rares, mais c'est une classe d'entre eux qui se subdivise en une quinzaine de métaux qui ont été cités. Donc les terres rares sont des métaux rares, mais tous les métaux rares ne sont pas des terres rares. D'accord. Par exemple, on va trouver des terres rares à partir du cuivre, qui n'est pas rare du tout dans le sol, mais qui va permettre ensuite, par plusieurs opérations de raffinage, d'obtenir ces fameuses terres rares. Alors, on l'a un petit peu évoqué dans le sujet, on peut dire que sans ces terres rares, l'économie du XXIe siècle, elle s'arrête. En tout cas, elle fonctionne différemment et plus lentement. L'avantage de nos terres rares, ça a été dit, ce sont des vitamines des nouvelles technologies. Donc ça rend vos téléphones plus petits, plus miniaturisés, ça les rend beaucoup plus efficaces, rapides, fonctionnels. Donc si on remplace ces terres rares par des bons vieux métaux à papa, c'est sûr qu'on est dans un monde qui est plus le monde des années 70 que le monde moderne de 2019. Moi, ce qui me fascine, c'est comment on s'est rendu compte que cette terre, que cette matière apparemment, j'allais dire, inoffensive et banale, contenait en elle des capacités absolument phénoménales et permettait justement d'atteindre une miniaturisation de la technologie. Comment on est passé de ces terres à ce qu'on sait dans nos smartphones? C'est tout simplement la recherche, les années de recherche en microélectronique qui ont permis progressivement d'affiner les techniques, les technologies. Évidemment, la pression de la miniaturisation des composants toujours plus performants. Vous n'avez pas envie que votre batterie chauffe, vous avez envie que votre batterie soit chargée rapidement, vous avez envie que votre écran ait des couleurs vives. Donc c'est vraiment en allant toujours plus loin dans la technologie en fait qu'on a eu besoin des propriétés en fait mécaniques de ces matériaux qui vont être plus conducteurs, qui vont apporter une capacité supérieure en fait. D'accord. Des matériaux, on l'a dit, qui ne sont pas si rares que ça en réalité dans le monde. Pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on les appelle? Pourquoi est-ce qu'on leur colle encore cet adjectif de rare?
Parce qu'elles sont précieuses? Pas toujours. Ouais. Certains ne valent pas beaucoup d'argent. Le lantane vaut beaucoup moins cher que le dysprosium. Bon, ça peut être des prix tout à fait variables. En revanche, on les a appelés rares parce que les minéralogistes qui ont découvert ces métaux rares, et ça remonte à plus de 200 ans, on remonte au XVIIIe siècle en Scandinavie, avaient découvert les terres rares, mais pensaient que les terres rares étaient vraiment rares pour de vrai parce qu'on en trouvait peu en Europe. En fait, on en trouve partout en dehors de l'Europe. Et donc, il y a encore ce mot rare qui leur est affublé. Bon, les terres rares, c'est beaucoup plus rare qu'un métal abondant. Et puis, il faut aussi les produire. Il faut beaucoup d'énergie, il faut des industries, il faut des usines, il faut des centrales électriques. Et tout ça, c'est beaucoup d'installations. Et c'est pas sûr qu'on arrive à fabriquer, à mettre en place tout cet écosystème pour sortir ces métaux et les raffiner. Donc, il y a aussi une forme de rareté industrielle. Alors aujourd'hui, la Chine, elle produit à peu près combien? 80% de ces terres rares? Même plus que ça, ouais, on est presque à 90%. Oui. Comment se fait-il que la Chine ait pris une telle avance dans la production de ces terres ou de ces métaux rares? C'était une stratégie très clairement, une politique industrielle mise en place dans les années 90 par les dirigeants chinois qui ont clairement, en fait, délibérément choisi d'investir dans ces matériaux en sachant très bien qu'il y allait y avoir un développement de la technologie puisqu'il était déjà amorcé à l'époque. Et puis en parallèle, en fait, ils ont pratiqué ce qu'on appelle un dumping environnemental, c'est-à-dire qu'ils ont cassé les prix sur les marchés, obligeant en fait les autres pays qui, eux aussi, en France, on exploitait les terres rares, aux États-Unis, on exploitait des terres rares, à fermer les mines parce que plus rentable, parce que le coût environnemental de ces mines vous avez parlé de dumping. Important. Voilà, vous avez parlé de dumping environnemental parce qu'il faut préciser que l'extraction de ces terres rares nuit beaucoup à l'environnement. C'est très très polluant. C'est très polluant, c'est extrêmement polluant. Il faut énormément d'eau et énormément de produits chimiques pour pouvoir, à partir d'une tonne de matière extraite du sol, récupérer ces terres rares. Donc on peut dire que la révolution numérique, elle est loin d'être aussi propre qu'on pourrait le croire. Par exemple, quand on regarde un smartphone, par exemple, on a l'impression que c'est quelque chose de très clean. En fait, pour le produire, on abîme beaucoup la planète. Les publicitaires nous ont vendu des téléphones éthérés avec cette espèce de virginité apparente, alors qu'en réalité, vous avez jusqu'à 60 métaux qui se trouvent dans votre téléphone, dont des métaux rares. Et pour aller les extraire du sol, eh bien oui, il y a un processus extractif, un processus de raffinage. Je reviens du nord de la Chine, j'étais dans les mines de graphite. Il y a du graphite dans les téléphones portables. Je reviens des zones industrielles où on raffine les terres rares. Il y a des terres rares dans les téléphones portables. Et effectivement, c'est tout sauf propre. Alors, dans le bras de fer économique et commercial d'aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, est-ce qu'on peut dire que les terres rares, les métaux rares, c'est une arme commerciale encore aujourd'hui pour la Chine dans ce bras de fer, ou moins qu'avant ? Non, je pense qu'elle le sera même encore davantage. Elles le seront encore davantage parce qu'on va avoir toujours besoin de davantage de terres rares. La hausse de la croissance de consommation de ces terres rares, c'est entre 7 et 14% selon les terres rares. Donc, à mesure que nous aurons toujours plus besoin, eh bien non, au contraire, leur poids va augmenter, y compris dans les relations. Oui. La position dominante de la Chine est moins importante aujourd'hui que par le passé. Parce qu'il y a de plus en plus d'autres pays qui se mettent à produire, à rechercher et à produire des terres rares. Sauf que qui achète et qui produit dans ces autres pays? En fait, c'est la Chine qui tient plus ou moins indirectement ou directement cette production-là. Et donc en réalité, vous avez certains pays, la Chine, qui produit plus 95% des terres rares, qui en produit entre 80 et 90, mais les mines de terres rares qui ouvrent en Tanzanie en ce moment, qui les contrôle? En réalité, c'est les Chinois. Qui sont les autres producteurs à part les Chinois? Alors vous avez les Australiens, notamment Lynas, une entreprise australienne qui produit, selon les terres rares, 5, 10, 15% de la production. Donc voilà, il y a un vrai marché qui est en train de se développer. Ils essaient de se développer au niveau des Australiens, soutenus par les Japonais qui leur achètent cette. Il y a des zones géologiques dans le monde où il y a plus de terres rares qu'ailleurs, où elles se retrouvent à peu près sur toute la planète? Elles sont sur toute la planète. Je voulais dire aussi que les Américains sont en train de rouvrir leurs mines de Mountain Pass dans le Nevada, au Nevada, pour justement produire les terres rares, donc des métaux rares qui sont stratégiques, notamment pour l'armement. L'Afrique aussi pourrait être un terreau, j'allais dire justement, l'Afrique a été aussi pas mal maintenant verrouillée par les Chinois qui ont pris des participations dans des entreprises africaines de manière très significative. C'est-à-dire que ce sont des entreprises chinoises qui développent éventuellement les terres rares africaines? Qui contrôlent les entreprises africaines. Typiquement le cobalt du Congo. Le cobalt est indispensable pour la révolution numérique. Vous avez du cobalt dans votre téléphone portable. Eh bien, le Congo, c'est 64% de la production du monde et les Chinois achètent 80% de ce cobalt. Donc la Chine contrôle de facto ces marchés. Alors, est-ce qu'il y a une alternative à ces terres rares? Est-ce que justement la recherche, les projets que vous pilotez,
laisse espérer que dans quelques années ou dans quelques décennies, on pourrait remplacer ces terres rares par d'autres matériaux produits en laboratoire, pour faire simple. Alors, on essaye déjà de le faire. Hein. Ouais. C'est le cas du projet sur lequel nous travaillons donc, dans le cadre de l'Université de Grenoble. C'est un projet qui vise à la fois à chercher des substitutions possibles, c'est-à-dire à remplacer des matières qu'on considère comme critiques par d'autres moins critiques, sachant que la notion même de criticité est volatile. Qu'est-ce que vous entendez par critique? Alors critique, c'est évidemment cette dépendance géopolitique et source de criticité. Mais la criticité n'est pas la même forcément pour tout le monde. Donc aujourd'hui, les chercheurs aussi travaillent sur cette notion de criticité. Mais il y a des technologies qui pourraient donc se substituer à ces métaux rares. Des technologies, même la matière elle-même, on cherche donc à substituer. On cherche aussi à diminuer, c'est-à-dire à produire toujours des composants utilisant moins de matière, en considérant que si on en utilise moins, a priori, la pression sur l'extraction sera moindre également. Et puis la troisième piste, c'est le recyclage. Donc essayer de mieux recycler nos produits électroniques et en particulier donc les smartphones. Mais aujourd'hui, la difficulté est à la fois liée à des problématiques sociétales, c'est-à-dire les gens ne se débarrassent pas si facilement qu'on pourrait le penser de leur smartphone. Et quand ils le font, les processus de recyclage sont encore émergents. C'est-à-dire on va récupérer quelques matières, l'or, l'argent, mais pas forcément les terres rares. Ce dont vous venez de parler, c'est ce que vous appelez la nanoélectronique durable? Alors, la nanoélectronique durable, c'est l'ensemble, c'est-à-dire l'idée d'essayer d'introduire cette notion de circularité, de pouvoir repenser, en fait, depuis la conception des objets jusqu'à leur utilisation et à leur recyclage. Donc, c'est ça qu'on essaye de promouvoir, en fait, comme idée. Votre point de vue sur cette économie circulaire? C'est l'avenir de cette transition technologique qui va être limitée si jamais nous n'arrivons pas à optimiser la matière. Et donc l'enjeu, ça va être d'optimiser la matière, pas seulement en recyclant, mais en récoltant. Il faut collecter ces téléphones portables, pour ne citer que, et puis on peut peut-être, avant de les recycler, les réparer et les réutiliser aussi. Un mot, on n'en a pas encore parlé, c'est des conditions inhumaines dans lesquelles les travailleurs, les mineurs extraient en fait ces terres rares. C'est quelque chose qui choque beaucoup quand on voit ces images. Ça fait partie aussi d'une certaine manière de cette question environnementale, mais aussi humaine et sociale dont vous parliez. Ah, complètement. C'est clair qu'ici, alors les entreprises vont être sensibilisées parce que elles ont dans leur processus d'achat de ces matières normalement à prendre en compte en tant qu'acheteurs les fournisseurs auxquels elles achètent, et en particulier elles sont soumises à des règles éthiques d'achat. Maintenant, c'est pas toujours facile de contrôler un fournisseur quand il est très très loin dans la chaîne. Et de savoir ce qui se passe. Merci Karine Samuel, merci Guillaume Pitron. Je rappelle le titre de votre livre, La guerre des métaux rares. C'est un livre qui est traduit dans combien de langues? Déjà en italien et disponible bientôt en 6 langues. Qui a obtenu 9 prix. Un livre donc, qui avait eu le prix du livre de l'économie 2018. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux.